Et hop, nous voilà de retour. Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette partie 2 où là nous sommes toujours en présence de Rémi qui travaille à l'heure actuelle à la société Vario et on va axer cette partie 2 sur les standards. Alors, parce que du coup on l'a vu dans la partie 1, bah, c'est un petit peu un cheval de bataille pour toi, les Ah standards. oui, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait effectivement il n'y a pas de démocratisation au grand public sans standard finalement. C'est un petit peu l'idée. Et comment on fait du coup pour créer un standard en fait? Enfin, typiquement, on va parler derrière d'OpenXR. Et avant de parler d'OpenXR, il va falloir qu'on définisse ce qu'est la XR finalement. Et qui de mieux que toi peut nous définir ce terme souvent mal compris. Hein. Faut assez, enfin, faut l'avouer. C'est oui. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc une fois que après AMD, en fait, je suis reparti dans une startup et reparti dans les game engines, etc. Et on se retrouve à Starbreeze, qui est une boîte qui fait des jeux et qui a décidé d'investir dans la VR et qui a acheté une boîte française qui faisait le premier casque VR avec un grand champ de vue et qui est devenu ensuite, ils ont trouvé une alliance pour fabriquer avec Acer et c'est devenu StarVR. On pourra parler plus en détail de StarVR. Mais déjà à l'époque, il y avait le problème des standards aussi qui se posait pour StarVR, puisque comment on peut faire du hardware, mais il faut bien falloir que les gens puissent faire des applications qui fonctionnent dans ce cas, et on n'est pas millionnaire, donc on ne peut pas acheter des licences à droite à gauche tout le temps partout. Et puis en plus, on voulait être sur le marché un peu plus du LBE en fait. Hein. Donc le LBE, c'est pas le grand public, mais c'est entre les deux, c'est les gens qui sortent, un peu comme le cinéma. Bon, évidemment, ça pose un problème aujourd'hui avec le Covid. Hein. Les LBE, oui, tout à fait. Mais bon, honnêtement, hein, je te rassure, le StarVR aurait énormément intéressé le grand public, clairement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit. Il est en vente à l'heure actuelle. Alors Starbreeze, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça a été soudain, hein, quand même, parce que du coup, c'est une boîte qui est fermée. Alors, enfin, pas Starbreeze, mais la division StarVR. C'est quelque chose qui a donc fermé brutalement il y a 1 an et demi maintenant. Oui, oui. Mais tu veux qu'on parle de ça maintenant ou tu veux qu'on parle des standards Non, oui, c'est pas faux. On va rester sur la partie standard, pardon. Je m'égare. Bon, voilà, il n'y a pas aucun problème, on va parler de StarVR. Hein. Donc, au niveau des standards, il y a donc le problème, donc, comme je dis, pour les fabricants de hardware, c'est de permettre d'avoir des applications qui sont écrites à un standard pour un hardware complètement différent et puis de faire en sorte que ça puisse marcher sur plusieurs hardware. Ouais. Et alors, c'est très rigolo. Parce que ce qui s'est passé au niveau, on va parler d'OpenXR plus particulièrement, c'est que Oculus a deux hardware complètement différents, deux SDK complètement différents, deux équipes complètement différentes. Ils ont la partie mobile et la partie PC. Ouais, c'est ça. Donc le Quest, en fait, on entend là à l'heure actuelle, ça sous-entend du coup le Quest et Oculus Rift et Rift S, enfin CV1 et Rift S. Voilà. Ils ont commencé par le PC et quand ils ont fait du mobile, en fait, à l'époque, c'était avec Samsung, je crois. Hein. Ils ont commencé avec le Gear VR, oui, tout à fait, oui, c'était Samsung. Ouais. Voilà. Donc la partie logicielle, en fait, tout ce qui est Quest, ça a démarré avec Gear VR, en fait. D'accord. C'était la même couche à la base, le même SDK qu'ils ont fait évoluer du coup pour le Quest. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit de l'Android, il faut que ce soit mobile, il faut que ça puisse utiliser des... c'est un système c'est très puissant ce qu'ils font. Ils ont arrivé à faire squeezer, on va dire, tout ça dans ce qui est en fait qu'un téléphone, on va dire, hein, le hardware d'un téléphone. C'est quand même c'est énormément de travail. Sur un PC, on a des problèmes différents, mais donc au départ, les architectures des logiciels étaient vraiment différentes en fait, et ça a du sens en fait qu'elles soient complètement différentes. Mais ça pose un problème puisque ça veut dire quand on fait un logiciel, on va le faire marcher soit pour un mobile, hein, enfin soit pour on va dire Quest aujourd'hui, soit pour un Quest, pour un Rift, et puis donc ça un problème, c'est la fracture. Déjà que la VR a du mal à démarrer, mais si en plus on fait de la fracture au sein de la même boîte, c'est un gros compliqué. problème.
tout à fait. Ça veut dire que c'est pas les mêmes équipes qui peuvent travailler sur l'un et sur l'autre. Ça impose beaucoup de choses. Et donc, Oculus a dit, bon, on va essayer d'unifier tout ça. Et ils se sont dit, tant qu'à faire, puisqu'on veut unifier les deux, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas unifier avec les autres vendeurs, avec les autres hardware? Parce que finalement, on est tous dans le même sac. Puis ça serait bien que si quelqu'un fasse un jeu ou une application, puis ça puisse tourner sur tous nos hardware. Alors après, il y a des problèmes de licence et puis de distribution, et ça peut être limité d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est en dehors de la capacité technique à pouvoir le faire. Et donc, c'est Oculus, en fait, qui a démarré, en fait, le projet OpenXR, en fait. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Ouais, tout à fait. OpenXR, on va y revenir, mais qui est le standard qui cherche à s'imposer donc sur la VR, qui est même imposé, en fait, maintenant, hein, enfin, qui s'est imposé. Du coup, je reviens, j'ai une question... qui est peut-être pas qui est peut-être pas pertinente, mais est-ce que finalement, je suis en train de me dire en t'écoutant comme ça, est-ce que l'étape Oculus Go, que personne n'a vraiment compris finalement, est-ce que c'était pas une étape obligatoire pour justement faire y aller crescendo sur ces upgrades en fait? Alors, le Go est intéressant. Alors, moi, ce que j'ai alors dans la Silicon Valley, ce qui est intéressant, c'est que les gens circulent beaucoup entre les différentes boîtes et il y a beaucoup plus de communication. On n'a aucun problème. Moi, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un, même s'il travaille chez Oculus, et je lui pose des questions techniques. Et ça, ça pas trop, ça n'a jamais été un problème. Donc, il y a des choses que les gens savent, en fait, par rapport à des produits. On ne connaît pas les détails ni rien, mais au niveau du Go, ce que je crois savoir, c'est qu'en fait, il y avait une grande peur de Oculus par rapport à Google. Parce que Google allait lancer un Dream. Leur plateforme, Daydream, qui est morte depuis. Ils voulaient couper l'herbe sous le pied à Facebook. Et donc, Facebook voulait absolument avoir un Quest, mais ils n'étaient pas prêts, quoi. Et donc, ils se sont dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on sorte quelque chose avant, quoi. Et donc, ça complètement ce qu'on veut, mais il faut absolument qu'on sorte quelque chose avant que Google nous coupe l'herbe sous le pied. Alors, ce qui s'est passé à la suite, c'est un peu l'inverse, quoi. Google a dit Oui, au final, c'était pas forcément un bon calcul, mais en tout cas, la peur était justifiée hein, quand on a un monstre comme Google qui dit voilà, je vais commencer à travailler sur une nouvelle plateforme VR et compagnie, quand on sait la somme folle qu'ils peuvent débourser en fait pour créer le truc, c'était justifié. Et donc c'est ce pourquoi lors d'un Oculus Connect, et on s'en souvient très bien, on l'avait restream sur ETR, d'un seul coup, paf, Facebook débarque, et dit voilà, l'Oculus Go, vous l'avez demain dans les stores. C'est ça qui a précipité du coup les choses. C'est super intéressant d'ailleurs parce que je m'étais toujours posé la question. Pour moi, c'était un petit peu un ovni en fait. Il arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec un store en plus, avec 2-3 bonnes applications, hein, parce qu'ils avaient quand même. Ça restait du 3 d'off, du 3 degrés de liberté, mais il y avait quand même 2-3 petites applications sympas. Donc, mais ok. C'est très bien qu'il parle un Go, d'ailleurs. Mais oui, non, c'était très bien le Go. C'était beaucoup mieux que ce que Google. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Google a arrêté aussi la VR, parce que ça a pu. Je sais pas. Mais ça les a séchés sur place. Google avait fait le choix, lui, par contre, du partenariat avec donc Lenovo. Et c'était, de souvenir, le nom du casque, le Lenovo Mirage. Oui, qui est Lenovo, qui est maintenant fabricant du casque Rift S, d'ailleurs. Tout à fait, qui est devenu partenaire d'Oculus, effectivement, sur le casque Rift S. Et ouais, ok. Écoute, c'est vraiment super de voir un petit peu le backstage en fait qui s'est fait derrière l'Oculus Go, parce que c'est vrai que pour moi c'était, j'avais pas mal de questions sur ce casque. Et du coup, effectivement, ils ont enchaîné dans la foulée avec un casque autonome, projet Santa Cruz. Santa Cruz avait toujours été le projet qu'ils voulaient faire. C'était le Go était une étape, une itération, un peu forcée par le business, mais le but c'est vraiment le Quest en fait. Et donc ils ont été voir Valve. Hein. Ils ont été voir Valve Valve avec Open VR, qui n'est pas du tout open en fait. Oui, tout à fait. Qui a énormément d'applications qui tournent sur Steam et qui font leur propre casque ou offrent la possibilité à des tas de vendeurs de faire des casques compatibles avec leur standard OpenVR et Steam,
qui est distribué par SteamVR. Tout à fait. Et donc, qui est un peu différent de ce que fait Oculus, hein, parce Oculus fait il n'y a pas de licence de technologie Oculus pour que d'autres fabricants se mettent à faire des casques compatibles, alors que Valve est très ouvert. Si vous voulez faire un casque, vous faites un casque, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Donc d'un côté, ils n'étaient pas très ouverts finalement sur le SDK. C'était à eux, c'était leur volonté finalement de le faire. Mais par contre, ils étaient plus ouverts sur le hardware. Là où Oculus finalement, c'est complètement l'inverse en fait. Enfin, on voit bien le changement de philosophie vraiment des deux entreprises, quoi. Voilà, et en fait, ça rapport à ce que je te racontais avant, il y a des entreprises qui sont, ou pas là, c'est carrément pas l'entreprise, mais il y a des groupes, on va dire, qui sont orientés hardware et des groupes qui sont orientés software. Quoi. Ouais, là, on voit c'est rigolo. C'est Mm. rigolo. C'est vraiment ce qu'on pense, en fait. Ouais, non, mais clairement. Et donc, du coup, tout ce petit monde s'unifie au travers du projet qu'on appelle maintenant OpenXR. J'étais à l'époque à Starbreeze, StarVR. Mais je suis je connaissais pas mal les standards déjà, et donc en avant. Et donc, d'ailleurs, avec StarVR, on a fait la première démo. On était les premiers à démontrer OpenXR il y a 2 SIGGRAPH maintenant. Ouais. Et donc, on est rejoint par pas mal de gens. Et donc, on commence à travailler sur OpenXR. Le but était d'arriver. Alors, on voulait faire XR parce qu'on savait pas si on voulait faire AR, VR, etc. X, ça veut dire un peu ce qu'on veut avant le R. Ouais. Donc, c'est ça que ça veut dire le X dans OpenXR. Ouais. En gros, la manipulation de la réalité, quoi. Alors, en gros, si on... Il y a des gens qui ont des MR, il y a des gens qui ont des AR, il y a des VR. Donc, on va faire une API qui fait tout ça, on va dire. Ouais. Et on a commencé pour la VR, effectivement, parce que on faisait que de la VR. Et puis Microsoft est venu. Et alors, on est vraiment très surpris et agréablement surpris. Microsoft a complètement changé. Ils ont absolument changé énormément pour être. Ils sont formidables, on va dire maintenant. Ouais. Ils se sont mis au logiciel libre et compagnie et arrêté. D'un autre côté, ça leur avait fait très mauvaise presse. Hein. Il y a bon nombre de standards sur lesquels ils étaient arrivés pour finalement faire blockout. Et ça avait fini par se savoir, ça leur avait fait très mauvaise presse. Et je sais plus qui chez Microsoft a effectivement changé la donne en disant non, maintenant on arrête, on arrête de donner cette image comme ça de... Et en fait, ils sont arrivés dans OpenXR, ils ont dit ok, nous on fait de l'AR, on a comment HoloLens, et on va mettre HoloLens là-dedans et on va faire en sorte que les gens qui utilisent HoloLens, ils peuvent l'utiliser au travers de OpenXR. Et donc, OpenXR a fait ok, reset, on va être sûr qu'on va dès le départ pouvoir faire une API qui fonctionne soit pour la VR, soit pour la réalité augmentée. Et donc c'était très bien. Donc on a décidé de faire tout ça avant de sortir la version 1.0 d'OpenXR. Donc on a bossé pendant quelques temps et on a sorti la version 1.0. Elle est disponible depuis quelques temps déjà. Hein, ouais, tout à fait. La spécifique. Par contre, au niveau implémentation, on est un peu à la traîne. Et la raison principale, et c'est toujours la même dans les standards, la raison principale, c'est les tests. C'est qu'une fois qu'on a une spécification, il faut donner l'autorisation aux gens de fabriquer des logiciels, du matériel qui correspondent à la spécification, mais il faut pouvoir le qualifier. C'est-à-dire, si tout le monde dit « Ah bah ouais, moi je suis OpenXR » et puis qu'en fait ça marche pas du tout, c'est un gros problème parce que c'est un standard qui échoue. Donc il faut absolument tester tout. Et c'est un temps énorme et des ressources énormes pour écrire de logiciels de conformance, de tests de conformance. Ouais, tout à fait. Mais heureusement, autour de la table, il y a quand même des grands noms, du coup, parce que là, on a cité forcément Oculus, mais Facebook, Microsoft, Vario fait partie du lot. Du coup, on y reviendra, mais on a qui d'autre comme nom ? Ouais, Intel, qui est d'ailleurs le chair du groupe. C'est ça. HTC. Et même une boîte comme Huawei qui, d'ailleurs, c'est très intéressant, qui n'a pas l'autorisation aujourd'hui de participer à des groupes à cause des problèmes entre les US et la Chine. Les US ont décidé que Huawei n'a pas le droit de venir espionner. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. Enfin, en tout cas, ça c'est de l'ordre de la politique, mais toujours est-il que c'est quasiment tout le monde. Sony est là. Sony est là. À ma grande surprise, parce que j'aurais pas misé dessus, mais par contre, typiquement, Apple reste un grand solitaire, visiblement. Ah, Apple. Oui.
Apple Mais nous fait du Apple. justement, c'est une bonne chose de mentionner Apple parce qu'en fait, il y a un autre standard qui existe qui n'est pas du tout fait. OpenXR et OpenGL, OpenGLES et Collada, tous ces standards-là sont sous un groupe qui s'appelle le groupe Chronos. Mhm. Et de manière assez évidente, Apple n'aime pas du tout le groupe Chronos. Et par contre, Apple a aussi besoin de standards. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait un autre standard, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un standard qui s'appelle WebGL. Ouais, tout à fait. WebGL, c'est comment je fais du graphique 3D dans un web browser. Ouais. Une API, etc. Donc ça, c'est un truc assez rigolo. J'étais impliqué au départ de WebGL. On salue au passage d'ailleurs David Rousset qui travaille donc pour Microsoft et qui est l'un des cofondateurs de Babylon.js, qui est une librairie que j'utilise très souvent justement Excellent. là-dessus. Non, WebGL a fait énormément de choses pour. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que d'ailleurs Microsoft était anti-WebGL, alors encore même plus que Apple. Hein. Ouais. Apple a implémenté WebGL dans Safari. Microsoft, il disait ça va pas du tout, il y a des risques de sécurité. Il voulait que les gens utilisent. Comment ça s'appelait déjà à l'époque? Je vais dire Flash, mais c'est pas Flash, mais c'est. Non, mais c'est. J'ai plus leur standard à eux, mais c'était l'époque, un peu, je vais pas dire Internet Explorer, mais c'était encore un Roland un petit peu d'ego qui disait non. Il faut l'installer un plugin spécial dans Microsoft, ça marchait que je sais plus ce que c'est, mais ils voulaient vraiment pousser leur truc à eux. Ouais. Enfin bref, ça n'a pas bien marché. Silverlight, on nous dit. Mais WebGL, Chronos et Apple n'aiment pas trop WebGL, et donc et il fallait que ça évolue. Et même Google, en fait, ont décidé de faire évoluer WebGL. Ils ont créé un autre truc qui s'appelle WebGPU. On nous dit Silverlight dans le chat. Tu confirmes, Rémi? Pardon? On nous dit Silverlight dans le chat, effectivement. Moi, c'est un nom qui me... Ouais. Silverlight. C'est un nom qui me parlait. GG à toi, Draken. Exactement. Donc, et Silverlight a complètement... Enfin, pour le coup, en termes de... Ouais, pour le coup, en termes de faille de sécu, Silverlight, c'était vraiment le summum. C'était vraiment le summum. Petite ironie. C'est très ironique, ouais. Et donc voilà, donc maintenant on est parti sur le WebGPU qui en fait, alors il y a toute une histoire aussi, on va pas rentrer là-dedans de niveau d'API graphiques qui sont plus bas niveau, des API comme DirectX 12 ou Metal, etc. et Vulkan. Ouais, tout à fait. Donc cette histoire-là sur le côté qui en fait a inspiré WebGPU. Et donc WebGPU va remplacer WebGL en fait. Et WebGPU c'est un standard qui est en fait pas du tout à Chronos, il est AW3C. Qui est le comité qui fait les standards pour le web. C'est ça, le gros comité du web, hein, que tout bon développeur de JavaScript typiquement connaît, surconnaît d'ailleurs, et tout ça. Et effectivement, WebGPU, personnellement, c'est quelque chose que j'attends avec vraiment grosse impatience, parce que ça va débloquer... Est-ce qu'on pourrait parler de Web 3.0 le jour où on va arriver à effectivement pouvoir faire... Ça, je sais pas. Je ne sais pas comment définir les différentes versions. Par contre, ce qui est intéressant aussi au niveau des standards, c'est un autre standard qui s'appelle WebXR. Ouais. Et en fait, il y a déjà un standard qui s'appelle WebVR qui a été créé, qui permet donc une application. Alors à l'époque de WebVR, donc c'est une application peut utiliser WebGL pour fabriquer des images et ensuite les envoyer au travers de WebVR. Un casque VR qui peut être connecté sur un PC qui fait tourner un web browser. Ouais, tout à fait. Après, c'est très limité encore pour l'instant en termes de performance, hein, mais effectivement, c'était très prometteur. Et donc tout ça, c'est en train d'évoluer avec donc WebGPU et WebXR qui va remplacer WebVR. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plusieurs implémentations de WebXR qui sont pas mal du tout, notamment, et en parlant de performance, la plateforme la plus difficile au niveau performance, c'est le Quest. Il y a un web browser fabriqué par Oculus sur le Quest qui tourne du WebXR et qui est très bien. Donc, hop, je vais essayer de passer en même temps une petite vidéo de ce qu'on peut faire en WebXR à l'heure actuelle. Hop. Tac. Alors, je parle un petit peu de... Poussé par Mozilla, pour le coup.
Au niveau de WebXR, en fait, bon, ok, bon, c'est bien. Maintenant, on peut mettre un web browser dans un casque VR ou on peut mettre. Ah, mais c'est intéressant parce que le web browser, maintenant, c'est plus une image plate. On peut mettre des objets 3D Tout à à fait. l'intérieur d'un environnement 3D. Donc, j'ai plus une page, en fait. J'ai une salle dans Une laquelle scène. je peux avoir des liens qui sont des objets, etc. Et alors, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, en fait. Parce qu'il y a une notion, il y a un groupe de personnes qui est en train de se dire, mais ça peut devenir, ce système-là peut devenir le système d'exploitation du futur. Ouais. Parce qu'en fait, avant, on avait, bon, on a toujours d'ailleurs des ordinateurs plats, on va dire, avec des systèmes de fenêtres. On a des applications qui sont des fenêtres. Qu'on a depuis des années. On peut te faire tourner plein d'applications. Ouais. C'est pas comme un. Et dans un web browser, aujourd'hui, on a des tabs, d'accord, mais ils sont des tabs séparées. Alors, ce qui se passe tout d'un coup avec quelque chose comme WebXR, c'est qu'en fait, chaque objet qu'on voit là peut être en fait comme si c'était un tab ou une application différente. Ça peut, c'est pas seulement, on va pas se retrouver avec une application qui permet. Le WebXR, c'est pas un truc qui va permettre de connecter un casque à un web browser pour faire tourner une application. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose qui va permettre de composer un environnement 3D avec des tas d'applications. Chacun des objets est une application qui vont interagir ensemble et qui vont du coup être multi-utilisateurs. Donc ça devient un operating system. Ça remplace un operating system en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, en sachant qu'en plus, il y a quelques années, ils ont complètement débridé les navigateurs sur les OS. Maintenant, vous avez Enfin, Chrome, typiquement, est capable de pomper quasiment toute la puissance maintenant de votre PC. Donc, ça peut être extrêmement prometteur. Ouais. Ce qu'on voit là, effectivement, à l'écran, c'est... on va dire c'est les débuts. On limite énormément les polygones, forcément. Mais c'est extrêmement prometteur. Ouais. Alors, il y a un web browser qui a été fabriqué spécialement pour voir ce que pourrait être le futur de WebXR. Et c'est un truc qu'on peut downloader sur Steam. Et ça s'appelle Metachromium. Et tout à fait. Metachromium a cette notion dont je parlais, où on peut packager des applications et les envoyer à d'autres personnes. Par exemple, je peux être sur mon web browser, je vais faire par exemple un crayon ou un tableau, d'accord, un tableau blanc dans lequel je puisse écrire dessus. Bon, je fais une application tableau blanc. C'est une application, c'est comme une application web. Ça pourrait tourner dans une page. D'ailleurs, ça tourne dans une page 2D de mon browser favori. Mais en fait, quand je le prends ça et que je l'installe, que je dans l'application Metachromium, ça devient le board. Ça devient un objet 3D qui est que je peux mettre où je veux en fait à l'intérieur de cette application-là. Alors. Ouais. Ce board-là, j'ai fait sur ma machine, je le vois moi, mais ce que je veux, c'est pouvoir le partager avec d'autres. Alors, on peut le partager, par exemple, juste par le web. En envoyant un URL du web, je peux ouvrir sur un ordinateur normal, je peux ouvrir un tab et écrire sur le tableau. Ou alors, il y a un autre système qui existe maintenant qui permet de packager l'application et son contenu et de l'envoyer par un système de partage de fichiers, par exemple, ou de l'envoyer à d'autres personnes qui peuvent, eux, l'installer sur leur machine locale ou leur OS, etc. Et tout d'un coup, ils ont toutes ces applications disponibles et partagées en XR, en VR. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un standard. Le WebXR, c'est vraiment un standard et ce qui est en train de se passer autour et des choses comme Metachromium, si vous êtes intéressé par le futur, je pense que c'est une bonne vue de ce qui pourrait changer notre vie dans le futur. De ce qui devrait arriver, ouais, effectivement. Et du coup, c'est super intéressant, mais tu m'arrêtes si je me trompe, enfin, je connais la réponse, mais qui dit Chromium dit Google. Ah, effectivement, mais qui dit Google dit Microsoft maintenant. Et voilà, c'est ça. En fait, Microsoft, ils ont arrêté de faire leur web browser, ils ont décidé que tous leurs web browsers maintenant vont être construits au-dessus de Chromium. C'est ça. Et du coup, est-ce que ce serait pas indirectement, effectivement, la place que souhaite prendre Google au sein de la VR, c'est-à-dire plus un travail de fond que vraiment apporter, on va dire, peut-être justement laisser des boîtes comme Facebook et autres au travers d'Oculus les devices en eux-mêmes et les stores, et eux peut-être plus travailler sur la partie effectivement web. Pas vraiment, en fait. Non. Alors évidemment, le web, tout ça, c'est très important pour Google, mais pas vraiment parce que Google est très impliqué dans les téléphones et il est hors de question. C'est Android. Voilà, Android, tout ça, c'est vraiment essentiel pour Google. Donc le problème de Google aujourd'hui, c'est au fait Apple et la compétition entre ARCore et ARKit en fait. Ouais.
C'est ça. Et Donc, qui sont les deux frameworks vous permettant de faire de la réalité augmentée. On va même parler de mixed reality, ou de XR hein, d'ailleurs, parce que maintenant, on peut interagir, on a de l'occlusion maintenant, le tout sur un système monoculaire, donc avec une seule caméra. Et c'est vrai que c'est les deux systèmes, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que ARCore, qui est porté par Google, est compatible iOS. Et par contre, ARKit, alors là, c'est zéro. Ça ne prend que les devices Apple. Enfin, ça dénote encore une volonté. Moi, j'ai un petit peu peur hein, pour la suite. Apple annonce en 2021, enfin fin 2021, qu'ils vont rentrer vraiment dans la course avec des objets. Moi, j'ai vraiment peur qu'ils verrouillent complètement leur écosystème. Et ce serait un peu dommage. Mais je sais pas. après, ça pour le coup, on peut pas trop savoir, mais c'est vrai que bon, voilà, moi je suis plus en tout cas pour effectivement la création de véritables standards. Après, je veux dire, on peut s'en éloigner, faire quelque chose de propriétaire à partir du moment où c'est vraiment mainstream. Mais avant que ça le devienne, je trouve ça un petit peu dommage, voire même un frein potentiel. C'est-à-dire, oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que il est assez difficile de créer des. Il y a deux types de standards. Hein. Il y a des standards comme par exemple VESA qui font des standards pour le futur. C'est-à-dire ils vont définir des choses qui vont peut-être exister dans le futur, de façon à ce que les gens qui font du hardware puissent commencer à faire du hardware autour d'un standard. Autrement, ils n'arriveraient pas à vendre le hardware. Et puis, donc ça, c'est les standards qui sont directeurs, qui inventent des choses qui n'existent pas. Mais les standards comme logiciel, en fait, comme OpenXR, etc., c'est plutôt l'inverse. C'est des standards qui permettent de dire, voilà, ça, c'est différentes choses qui existent chez les différents constructeurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire, maintenant qu'on sait de quoi on parle, est-ce qu'on ne peut pas en faire une version plus commune de façon à ce que les gens qui veulent exploiter sur différentes plateformes, mais pas besoin de réécrire pour chaque plateforme. Ce qui veut dire en fait que il faut quand même adhérer à l'innovation. Il faut que les entreprises puissent aller dans la direction qu'ils veulent, créer de nouvelles fonctionnalités qui sont avant qu'elles soient standardisées. Donc il faut un peu des deux en fait. Ok, donc pour toi, ça resterait une bonne chose. Merci à toi, Roro93, pour le follow. C'est cool. Et bonjour à toi. Installe-toi sur ce stream riche en informations. Alors oui, effectivement, là, on ne fait pas du divertissement au sens large. Ce soir, on allume le cerveau en compagnie de Rémi. Et merci à toi également, Exif, pour le follow. C'est super cool. Voilà, on a bien embêté les gens avec les standards, mais honnêtement, oui, regardez un peu ce qui se passe sur les WebXR. En plus, c'est un truc que vous pouvez utiliser chez vous directement. Vous pouvez télécharger des applications Beta Chromium, etc. Ouais, j'ai mis le lien hein, dans le chat. De Metachromium justement. N'hésitez pas à regarder, c'est vraiment cool. Alors, bon, c'est pas forcément user-friendly au tout début, hein. Faut se documenter un petit peu, mais bon, vous avez des docs qui sont très très bien faites du côté de Metachromium, si vous voulez mettre un petit peu les mains dans le code et bidouiller. Donc, ouais, effectivement, on vous conseille ça. Ouais. On enchaîne avec la partie 3, Rémi. Et là, la partie 3, c'est quoi ? C'est StarVR. Pardon ? Questions peut-être ? Il y a des questions, on peut prendre des questions. Ah oui, n'hésitez pas, hein, effectivement, j'ai pas rappelé le principe, mais bien évidemment, si vous avez des questions, moi je les relaye au niveau de Rémi. D'ailleurs, je crois que tu as aussi le retour du stream, tu as peut-être le chat aussi avec toi. En tout cas, n'hésite pas, mais si tu l'as pas, c'est pas bien grave, moi je te transférerai les questions. Mais si vous avez des questions, c'est le moment, hein. Surtout, n'hésitez pas. C'est... Alors qu'on entend les alertes. Compris. Ouais. Alors, on me dit que tu as une question sur le VRML. Et merci à toi, Cinderes, pour le follow. C'est cool. Qu'est-ce que le VRML ? C'est une question que c'est-elle ? Une question de Surfufu. VRML, c'était à l'époque, c'est Tony Parisi qui avait fait ça à l'époque, qui essayait d'utiliser les techniques HTML de l'époque pour créer un langage qui va permettre de décrire des mondes 3D avec interaction. Voilà, okay. Donc c'était vraiment et essayer de faire de manière standardisée en fait. Hein. Donc c'était vraiment c'était vraiment en avance par rapport à son temps, on va dire. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est dépassé
remplacé par d'autres technologies. Mais ce sont ce genre de technologies qui ont fait, on va dire, qui ont forgé le reste. Qui font ce qu'on a, qui expliquent pourquoi on a ce qu'on a aujourd'hui, en fait, et qui permettent d'avancer. Ouais, tout à fait. Effectivement, je me suis trompé, c'était une question de Private Desert. Pas de souci, Nicolas. Ok, bah de toute façon, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser, même si on est passé sur la partie 3, on fera ce qu'il faut, on fera ce qu'il faut pour y répondre, bien évidemment. Et la partie 3, elle va concerner beaucoup plus le Star VR. Une nouvelle fois, l'occasion pour moi de dire au revoir à YouTube. C'est la fin de cette partie 2, et vous pourrez nous retrouver très vite dans la partie 3, dédiée au Star VR. Et puis on va enfin passer à Vario aussi après, hein, dans la foulée, bien sûr, vous inquiétez pas, sur une partie 4, en l'occurrence. Allez, à tout de suite.